Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité au Tchad, les leaders de l'opposition et de la société civile en exil rejettent l'appel à rentrer au pays du président de la transition, un appel à la réconciliation nationale lancé par Mahamat Idriss Déby. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. À Madagascar, au moins 2 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave selon l'ONU. Face à l'urgence, le gouvernement fait appel à la Banque africaine de développement. Une enveloppe de 19 millions de dollars est annoncée. La suite de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans. À la surprise générale, le Niger s'impose devant le Gabon, à présent éliminé de la compétition. Une intégrité territoriale menacée, voilà l'un des points principaux abordés par le président congolais Félix Tshisekedi. Discours à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée ce vendredi 30 juin. Notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère, déplore le président de la République démocratique du Congo, qui a de nouveau accusé le Rwanda, voisin, de soutenir les rebelles qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle sortie du président intervient après que le gouvernement rwandais a rejeté formellement les accusations de soutien au M23, mettant ainsi notamment en cause le rapport du groupe d'experts de l'ONU publié il y a quelques jours après un an d'enquête qui a mis en lumière des preuves supplémentaires qui confirment d'après le rapport des Nations Unies l'implication des forces armées rwandaises dans la province congolaise du Nord Kivu, apportant à cet endroit leur appui au M23. Mahamat Idriss Déby devant le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. C'était ce mercredi à l'occasion de l'Aïd. Il a lancé un appel à la réconciliation nationale, déclarant accorder son pardon aux personnes impliquées dans les manifestations du 20 octobre 2022. Ce jeudi noir qui a fait suite à la décision de prolonger la période de transition. Le chef de la junte affirme qu'aucune condition n'est posée pour le retour des exilés politiques. L'opposition, elle, dénonce une paix factice pour légitimer le processus de transition. On écoute une partie de ce discours que l'opposition dénonce, discours du président de transition, Mahamat Idriss Déby. Depuis le dialogue national inclusif et souverain, le cap est maintenu et des progrès ont été enregistrés dans la mise en œuvre des réformes et du cahier de charges du gouvernement d'union nationale. Le gouvernement travaille activement pour l'organisation du référendum. C'est une étape importante en prélude de l'organisation des élections générales. Mes chers frères, la conduite de la transition, dès sa première phase sur le Conseil militaire de transition jusqu'à maintenant, est sous-tendu d'une politique de large ouverture, de réconciliation nationale et de pardon. Pas de répit pour la guerre au Soudan. Une explosion a été signalée ce jeudi aux environs du quartier général de l'armée dans la capitale Khartoum, où les combats entre militaires et paramilitaires se poursuivent. Aucune trêve, même dans le cadre des célébrations religieuses de l'Aïd. Pour ce qui est de l'explosion dans la capitale, elle a provoqué des colonnes de fumée qui ont envahi le centre-ville. La guerre se déroule également en dehors de Khartoum. Les exactions se multiplient notamment au Darfour. Le gouverneur du Nord Darfour, Nimr Mohamed Abdelrahman, s'est exprimé cette semaine appelant au dialogue politique. 29 juin 1976, les Seychelles accédaient à l'indépendance. Les Seychellois ont célébré ce jeudi leurs 47 ans d'indépendance. L'occasion pour les acteurs politiques de l'archipel de faire le bilan avec un passage en revue de la situation économique et politique de ce pays de l'océan Indien, modèle de développement qui depuis plusieurs années a décidé d'accélérer justement ce développement. Nathalie Moore. Les Seychellois ont célébré le 29 juin 2023 le 47e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le président de la République des Seychelles, Wavel Ramkalawan, dans son allocution du jour, s'est adressé à son peuple dont il a loué la résilience et la solidarité. Il a appelé les populations à s'engager davantage pour le développement du pays.
Après qu'ils m'ont fait une rencontre publique et dialogue avec les habitants de nos 26 districts, mon besoin dit qu'ils m'ont vraiment satisfait avec sa résilience. Après avoir tenu les réunions publiques et le dialogue avec les habitants de nos 26 districts, je dois dire que je suis vraiment satisfait de la résilience et de la force dont font preuve nos gens. Ce peuple a beaucoup enduré, mais cela n'a pas brisé son esprit d'aller de l'avant. Bravo, mon peuple cécélois. C'est ça l'esprit qui peut faire nous atteindre nos bonnes rêves et faire nous ensemble bouger nos pays plus devant avec une fierté. Au milieu des célébrations de la fête nationale, le président Ramkalawan se projette. Le dirigeant séchellois a annoncé d'importants projets infrastructurels en 2024. Il a exhorté le peuple des Seychelles à soutenir le projet de réhabilitation de l'hôpital de Victoria d'un budget d'1 milliard de roupies séchelloises, ainsi que la construction d'un nouvel aéroport et d'un nouveau port. Nos efforts et l'assistance que nous recevons avec nos bonnes amis, nous pouvons continuer à développer nos pays. Nous ouvrons une nouvelle école, les blocs flat. Pendant cette semaine, nous pourrons ouvrir une librairie nationale, nouveau bazar de Sainte-Anne. Chaque Seychellois doit rester un acteur actif de ce développement. Nous devons mettre l'accent sur notre développement moral et communautaire lorsque nous examinons notre développement économique et nos infrastructures. Ces deux-là marchent côte à côte et c'est pour cette raison que nous ne devons pas seulement regarder du côté matériel. L'hôpital Cécile qui point clé l'accommodation pour bonnes familles, bonnes patients, sortis par Alain la digue, Semé depuis Anslamous jusqu'à Ansoyal, tout ça va poser, il va continuer. Aux Seychelles, archipel de l'océan Indien formé de 115 îles, où vivent près de 100 000 habitants, la célébration de la fête nationale est marquée par une parade, une manifestation vibrante de fierté et de patriotisme, selon le président Wavel Ramkalawan. Colonisée par la France dès 1790, les Seychelles sont devenues une république indépendante au sein du Commonwealth le 29 juin 1976. L'Éthiopie souhaite rejoindre les BRICS, le groupe de 5 pays, ce bloc économique composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. L'Éthiopie aurait soumis sa candidature et attend désormais la réponse, a indiqué ce jeudi Meles Alem, porte-parole du ministre éthiopien des Affaires étrangères. Cette demande d'adhésion de l'Éthiopie, dont l'économie occupe le 59e rang mondial, est annoncée à quelques mois du prochain sommet des BRICS qui va se tenir du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le sud de Madagascar, toujours en proie à la sécheresse et aux conséquences désastreuses sur le plan alimentaire. Cette situation n'est pas nouvelle car cela fait des décennies que cette partie du pays fait face aux famines qui précipitent des populations entières dans une malnutrition aiguë. Les enfants sont les premières victimes. Alors face à l'urgence, le gouvernement fait appel à la Banque africaine de développement. Un fonds de 19 millions de dollars est annoncé. Joël Balouvre. Tel que souligné dans le plan Émergence Madagascar, le gouvernement malgache s'est engagé à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à stimuler la croissance et la résilience du secteur rural. En adéquation avec cette vision, le gouvernement malgache et la Banque africaine de développement ont mis en place la première phase du projet de pôle intégré de croissance agricole et agro-industrielle du sud de Madagascar. Soutenu à hauteur de 19 millions de dollars, ce projet vise l'amélioration des conditions de vie des populations et le renforcement de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. L'objectif final de la mise en œuvre de ce projet sera de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et à la résilience de la population du sud de Madagascar, notamment des régions Anossi et Androy face au choc climatique. Pour cette première phase entamée le 13 juin, au total, 6 périmètres seront irrigués, soit plus de 1000 hectares. 160 hectares seront aménagés dans le cadre du programme Titres Verts qui vise à octroyer des titres fonciers aux paysans. Outre la construction de 3 forages à gros débit et à usage multiple et la réhabilitation de pistes de désenclavement des zones de production, il est aussi prévu de poursuivre les études pour la mobilisation des ressources hydriques afin de mettre en valeur la riche plaine agricole d'Ambo-Vombe.
On note une fois de plus le volontarisme des autorités malgaches de pouvoir se préoccuper de la région sud de Madagascar. Les fonds ne sont pas encore assez suffisants au regard des besoins et des moyens qui sont nécessaires autour de cette région-là. Et par ailleurs, il faut tout un appareil productif pour faire de la transformation, pour pouvoir faire de l'exportation, pour notamment aussi recourir au transport sur cette région-là. Et tout cela fait que cela va mettre encore beaucoup de temps. La Banque africaine de développement intervient régulièrement dans les activités de résilience à Madagascar. En avril 2023, les deux entités ont procédé à Marovoy, dans la partie centre-est de la région de Bouéni, au lancement du projet d'urgence de renforcement de la production alimentaire au profit de 126 000 agriculteurs. Le Niger s'est imposé devant le Gabon, score 1-0 à Tanger au Maroc, où se poursuit la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans. Le Niger a donc créé la surprise ce mercredi. La sélection se positionne ainsi à la deuxième place du classement du groupe B. Tous les espoirs sont donc permis pour une qualification aux demi-finales. Le point avec Séverin Douque. Grosse surprise dans cette CAN U23, l'inattendu Niger déjoue tous les pronostics. Après avoir tenu en échec l'Égypte, le MENA a battu les Panthères du Gabon sur le plus petit des scores. L'équipe nigérienne a été très solide dans cette rencontre. Après une première mi-temps âprement disputée, mais sous domination gabonaise, les hommes de Zakariaou obtiennent un pénalty à la 57e minute sur une faute de Uri Michel Mboula qui fauche Abdel Alassane dans la surface de réparation. Abdul Moumouni va se charger de mettre la balle au fond des filets. 1-0 pour le Niger, le score va rester inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Victoire historique pour cette sélection à la CAN U23. Après avoir tenu en échec l'Égypte, le Niger a prouvé que défensivement c'était une équipe très solide. Le Niger a su bien gérer son match. Cette victoire du Niger ne me surprend guère parce que c'est une équipe des MENA qu'on voit au niveau des jeunes qui progressent, qui montent en puissance. Avec cette victoire face au Gabon, je crois que le Niger est en bonne position pour pouvoir se qualifier. Il suffira de mieux négocier le dernier match face au Mali. Dans l'autre rencontre de ce groupe B, l'Égypte s'est défait du Mali 1-0. Ils ont assuré l'essentiel pour se relancer après le nul contre le Niger lors de la première sortie. Ibrahim Adé ouvre le score à la 10e minute. Mis en orbite par un bel extérieur du pied de Oussama Faisal, il arme une frappe en pleine lucarne gauche de Lassine Diarra, le portier malien. Si Pharaon et MENA partagent la tête de ce groupe B avec 4 points chacun, tout reste possible pour le Mali, 3e avec 3 points. Le nœud de ce groupe va se faire entre le Niger et le Mali, le derby de l'Afrique de l'Ouest. Il faut absolument une victoire pour le Mali et juste un nul pour le Niger. Cela va dépendre de comment les entraîneurs vont approcher ces différentes rencontres. Mais avantage au Niger qui a toutes ses cartes entre les mains. Les Pharaons affronteront le Gabon, dernier du groupe B et d'ores et déjà éliminé pour leur dernier match de poule. Pendant ce temps, le Mali sera opposé au Niger. Et nous poursuivons notre page des sports et pour ce faire, on accueille José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Bonjour José. Bonjour Zara. Alors d'abord, cette CAN des U23, c'est bientôt la fin du 3e tour, José. Exactement, et justement, un 3e tour qui démarre ce vendredi avec le tableau que vous allez découvrir. Donc en groupe A, Congo contre le Maroc et la Guinée contre le Ghana. Classement Maroc est en tête devant Guinée et Ghana. Et puis ce samedi 1er juillet, en groupe B, le Gabon rencontrera l'Égypte et le Niger contre le Mali. Au classement, premier ex-aequo, l'Égypte et le Niger. Les 3 premières nations obtiendront leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors on passe au basket avec le Quai 54. Oui, rendez-vous à Roland-Garros ce samedi 1er, dimanche 2 juillet. Parmi nos représentants, il y aura donc la Côte d'Ivoire, le Congo, une combinaison Maroc-Algérie et bien entendu le Cap-Vert qui va aussi se préparer pour le prochain mondial prévu en Indonésie, au Japon, aux Philippines du 25 août au 10 septembre. Un calendrier bien chargé pour les basketteurs capverdiens qui rencontreront leurs fans ce vendredi 30 juin en région parisienne. Nous écoutons Ivan Almeida qui évolue au Benfica de Lisbonne. On va faire 3 matchs là-bas au Cap-Vert aussi, du 15 au 30 juillet. Après, on va aller en Italie, faire quelques matchs aussi de prépa et après on part en Espagne. D'Espagne, on va aller aux États-Unis. Des États-Unis, on va direct au Japon. On sait qu'on a beaucoup de
Cap-Verdiens à l'extérieur du Cap-Vert qui sont nés ici même en France, mais qui sont fils des Cap-Verdiens. Donc on veut venir ici connecter avec eux, connecter avec le peuple, parce que ça c'est un grand événement Cap-Vert Rétro à la Coupe du Monde. Joueurs et supporters se retrouveront donc ce soir à Gennevilliers, allée des Pierres Meillettes dans les Hauts-de-Seine. Et à noter que l'Afrique aura aussi d'autres représentants au mondial de basket tels que l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Soudan du Sud. Alors, toute autre chose maintenant avec les Jeux de la francophonie prévus en RDC. Le plus grand événement sportif et culturel de la francophonie, dédié à la jeunesse, des rencontres, des découvertes, de la créativité, un foisonnement de talents, des concours culturels, de multiples animations autour de Kinshasa et 9 compétitions sportives du 28 juillet au 6 août où les regards seront tournés vers la capitale. Isidore Kranoja Gambo, directeur des Jeux de la francophonie, et Diandra Chachouang, ancienne basketteur internationale, nous disent quelques mots. Kinshasa, vous savez, c'est 17 millions d'habitants, c'est la plus grande ville francophone. Donc toutes les activités vont avoir lieu à Kinshasa et j'invite tout le monde à venir vivre la festivité, donc les fêtes à Kinshasa. Les messages que j'adresse à vos téléspectateurs, c'est de dire que du 28 juillet au 6 août, ouvrez votre télévision, ouvrez votre radio, suivez les Jeux de la francophonie à Kinshasa et Africa 24 et la bienvenue à Kinshasa. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde et spécialement à cet âge-là. Donc je pense que c'est vraiment une chance pour chacun des participants et participantes que de pouvoir se rendre à Kinshasa et de découvrir le monde d'un autre œil. Image d'Ousseynou Gueye. Alors on revient au foot, José, avec le dernier classement de la FIFA qui est désormais connu. Ça a été publié ce jeudi 29, donc les 3 premières nations en tête sur un plan général, eh bien c'est l'Argentine, la France et le Brésil. Les Lions de l'Atlas du Maroc eh bien, perdent 2 places. Alors au classement, le Maroc est en tête devant le Sénégal, 2e, Tunisie est 3e, l'Algérie 4e, 5e l'Égypte, 6e Nigeria, 7e Cameroun, 9e la Côte d'Ivoire et 10e le Burkina Faso. Et puis une petite info concernant le Ghana Football Award qui s'est déroulé à Accra, l'attaquant de Naples, donc, et le Nigérien Victor Osimhen a été élu meilleur international, donc il remplace ou il succède plutôt à Sadio Mané. Alors José, vous vouliez revenir un moment sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Oui, avec de belles images, donc un retour sur cette cérémonie où la fête était au rendez-vous au Maroc, complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Regardez et écoutez, et je vous souhaite un bon week-end. Et on se quitte donc sur ces images. Merci à vous, José. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.